Avertissement. La vidéo est un travail étudiant ne constituant pas de conseils médicaux ni professionnels. Les autorisations d'utiliser du contenu protégé par le droit d'auteur ont été obtenues. Bon visionnement. Contrôle différents effets moteurs. On peut prendre en considération 6 systèmes. En fait, on a le système de régulation, un système très important pour justement réguler toutes les fonctions du corps. Ensuite, est-ce qu'il y en a qui ont des interrogations, des commentaires? Ouais, m'aider à éclaircir un peu. Madame Roberge? Madame Roberge? Madame Roberge? Madame Roberge? Bonjour. Comme vous avez pu remarquer, Bénédicte ne réussit plus à répondre au professeur. À cet instant, le TDAH l'empêche de bien fonctionner. Avez-vous une idée de ce que le Oui, je sais. On m'a dit que c'est fréquent chez les enfants qu'ils sont excités et inattentifs. Merci. Effectivement, le TDAH est le trouble de déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Il se remarque souvent plus chez l'enfant que chez l'adulte. En effet, 3 à 5 % des enfants présentent ce trouble et les garçons ont 3 fois plus de risques d'être atteints que les filles. Le trouble persiste toutefois à l'adolescence dans 40 à 70 % des cas et dans 50 % jusqu'à l'âge adulte. Ce trouble est généralement diagnostiqué autour de 7 ans. Cependant, les enfants qui souffrent de TDAH ont des comportements difficiles avant leur rentrée à l'école, souvent dès l'âge de 2 ans. Il est caractérisé par de l'inattention, de l'hyperactivité et de l'impulsivité. Les critères diagnostiques présentés dans le DSM-5 sont d'ailleurs énoncés à partir de ces 3 composantes. Pour ce qui est de l'inattention, celle-ci se reflète dans des difficultés à prêter attention aux détails, à soutenir son attention, à se conformer aux consignes, à mener à terme des tâches et à s'organiser. Ces personnes ont aussi tendance à éviter les tâches qui demandent un effort soutenu, à perdre leurs choses, faire des oublis fréquents et à se laisser facilement distraire par des stimuli externes. Ils ne semblent pas non plus écouter lorsqu'on leur parle. La composante d'hyperactivité se définit comme une difficulté à rester assis, à être tranquille. L'enfant peut se tortiller sur sa chaise en bougeant ses mains et ses pieds, court et grimpe partout, est survolté et parle trop. Pour finir, l'impulsivité se traduit par une difficulté à attendre son tour et à ne pas imposer sa présence. Répondre aux questions avant que celles-ci ne soient complètement formulées fait aussi partie des critères. Tous ces comportements causent des difficultés dans les tâches de la vie quotidienne et une faible performance scolaire. Le diagnostic se fie sur ces différents critères, mais devrait aussi toujours spécifier s'il y a présentation d'une combinaison d'inattention et d'hyperactivité-impulsivité depuis les 6 derniers mois, ou d'une prédominance au niveau de l'inattention, ou plutôt d'hyperactivité-impulsivité, puisque ces 3 variantes sont possibles. La condition de l'enfant peut être en partielle rémission s'il n'a pas présenté tous les critères au cours des 6 derniers mois. Il existe aussi d'autres conditions pouvant être associées au TDAH, comme les troubles d'opposition-provocation, d'apprentissage spécifique, de comportement, d'anxiété et même d'humeur. Mais pourtant, Bénédicte semble avoir eu une enfance normale. Elle n'a manqué de rien. Le TDAH n'est pas causé par des besoins affectifs non comblés ou par des problèmes psychosociaux, même s'il peut être exacerbé par ces facteurs. Il n'y a pas non plus de lien entre le TDAH et l'intelligence de la personne. Pourquoi a-t-elle ça alors? Il existe plusieurs hypothèses pour l'origine de la maladie. Une première hypothèse suggère que la manifestation du TDAH serait associée à des composantes génétiques dans la majorité des cas. En effet, 30 à 40 % des personnes qui ont reçu un diagnostic ont un membre de leur famille également atteint. Ainsi, ce trouble semble plus héréditaire que la taille ou encore la couleur des yeux. Les chercheurs pensent que différents gènes participent au développement du TDAH, en même temps dont ceux associés aux neurotransmetteurs et aux protéines qui véhiculent les messages dans le cerveau. Alors, si un parent est atteint de TDAH, il est probable qu'un ou plusieurs de ses enfants le soient aussi? Tout à fait! La cause principale est génétique, mais il existe d'autres facteurs pouvant être associés à l'apparition d'un TDAH, notamment la consommation de substances pendant la grossesse ou encore la prématurité. De plus, il existe bel et bien des hypothèses selon lesquelles la pollution environnementale et la contamination des aliments aux pesticides auraient contribué à une augmentation de la prévalence de TDAH dans les dernières décennies. Le cerveau y serait particulièrement vulnérable chez le fœtus en développement. Mais que se passe-t-il au niveau du cerveau? Afin que l'information circule bien dans le cerveau, nous disposons de neurotransmetteurs qui transportent et modulent les signaux à travers les synapses. Les recherches montrent que le TDAH semble résulter d'une insuffisance de ces petites substances chimiques qui aident habituellement le cerveau à organiser et à régir la pensée et le comportement. Chez une personne atteinte, 2 neurotransmetteurs seraient en déséquilibre, la dopamine et la noradrénaline. Ils jouent un rôle important dans l'apprentissage, la mémoire et la vigilance. De plus, les chercheurs ont observé que 2 ondes seraient principalement impliquées,
Celle-ci s'activerait de façon anormale ou aurait des anatomies différentes chez une personne atteinte. Elle serait 5 à 10% plus petite. La première structure est le lobe frontal, qui est responsable de plusieurs fonctions telles que l'inhibition, la planification et la modulation des réponses. La deuxième zone serait située dans les profondeurs du cerveau, qui comprend de nombreuses structures complexes appelées les noyaux gris de la base, dont une est appelée le striatum. On peut voir ce dernier comme l'outil utilisé par le lobe frontal pour mettre en œuvre les fonctions d'inhibition ou de modulation. Une mauvaise transmission entre ces structures qui sont supposées faire le tri des informations empêcherait l'inhibition des réponses et des réactions que génère notre cerveau. Une nouvelle technologie appelée imagerie tensorielle de diffusion permet d'ailleurs d'observer ces voies nerveuses reliant différentes zones de l'encéphale. C'est comme des petits boulevards reliant différentes villes? Exact. Chez les personnes atteintes de TDAH, c'est comme si les boulevards étaient défectueux. Le réseau de transmission de l'information semble altéré, comme s'il manquait de panneaux de signalisation et de feux de circulation. La route est présente, nous atteindrons la destination, mais ce sera un peu plus long et probablement différent de notre voisin. Mais qu'est-ce qui va arriver à Bénédicte quand elle sera grande? Bonne nouvelle! Des études récentes démontrent que 50% des jeunes atteints du TDAH guérissent rendus à l'âge adulte, c'est-à-dire que les désordres dans leur cerveau sont rétablis. Les 50% qui ne guérissent pas peuvent tout de même devenir des adultes accomplis, surtout avec une vie familiale heureuse et un bon encadrement scolaire. Et ça fait quoi le TDAH quand on est grand? Les symptômes sont un peu différents une fois à l'âge adulte. L'hyperactivité motrice peut diminuer ou se canaliser dans les sports ou un travail actif. On note 9 symptômes caractéristiques dont la distraction par des stimuli extérieurs, la prise de décision impulsive, la difficulté à cesser une activité ou un comportement, même lorsque la personne le devrait, et de la difficulté à faire les choses selon la bonne séquence. Mais qu'arrive-t-il dans leur quotidien? Les enfants sont fonctionnels dans plusieurs sphères de leur vie. Ils peuvent normalement participer aux activités de tous les jours qui sont appropriées à leur âge, jouer et interagir avec les pairs. Habituellement, les déficits fonctionnels les plus importants sont au niveau de la capacité de parler, la participation sociale et l'éducation. Aussi, leur impulsivité les mènera parfois à agir de façon inappropriée menant à la réprobation et parfois même à des mesures légales. Avec l'ajout de problèmes de concentration et de déficits dans la fonction exécutive, il y a peu de surprises d'énoncer que ces enfants ont de gros problèmes à l'école. En effet, ils ont de la difficulté à lire, des problèmes de comportement, de mauvais résultats scolaires et de l'anxiété de performance. Mais qu'en est-il des problèmes d'interaction sociale plus tard? C'est à l'adolescence qu'on remarque le plus de problèmes d'interaction sociale. On note également des comportements téméraires liés à la conduite, l'abus de substances ou les comportements sexuels. Ils peuvent être moins sensibles aux punitions que les autres et avoir de la difficulté à organiser leurs loisirs. En ce qui concerne les adultes avec un TDAH, il est fréquent qu'ils s'engagent dans une succession de projets stimulants, mais parfois sans les achever. Le trouble est donc davantage exécutif qu'attentionnel à ce stade, et il peut occasionner de graves problèmes comportementaux et sociaux. Près de la moitié des adultes atteints souffrent de troubles anxieux, perturbant leur intégration sociale et leur équilibre de vie. De plus, ils sont plus susceptibles que les autres de souffrir de dépendance à l'alcool ou aux drogues. Comment peut-elle guérir? Comme mentionné plus tôt, des études récentes démontrent que les désordres dans le cerveau de 50% des jeunes atteints du TDAH se rétablissent rendus à l'âge adulte. Pour le reste, on arrive à diminuer leurs symptômes grâce aux interventions pharmacologiques, psychosociales ou environnementales. Ah oui, elle peut prendre des médicaments? Oui, les études prouvent que la méthylphénidate, l'atomoxétine et le dexamphétamine ont augmenté les comportements centrés sur la tâche et amélioré les résultats scolaires. Par contre, l'utilisation de médicaments reste mitigée car certains effets secondaires sont parfois problématiques et la médication ne s'avère pas toujours utile pour tous. Puisque les bienfaits de l'utilisation des médicaments ne sont pas répandus et puisque le diagnostic est parfois imprécis, certains croient qu'on médicamente des enfants simplement car ils sont des enfants. D'un autre côté, chez l'adulte, la médication est bénéfique. On note une diminution des symptômes, une amélioration de la fonction et peu d'effets secondaires. Vous avez parlé d'un truc psychologique. Effectivement, il existe des thérapies psychologiques ou comportementales qui peuvent diminuer les symptômes. On compte parmi ces thérapies la thérapie comportementale, c'est-à-dire renforcer les efforts de concentration et contrôler l'hyperactivité. Il y a aussi la psychothérapie, la thérapie familiale, le renforcement des habiletés sociales, l'éducation des parents et les interventions à l'école. Elles donnent de bons résultats et sont pertinentes surtout pour les enfants dont la famille refuse la médication. Est-ce que les parents de Bénédicte peuvent l'aider? Oui, on compte aussi les stratégies environnementales. Les environnements avec peu de stimuli sont favorisés puisqu'ils ont un minimum de distraction. De plus, on peut éduquer les parents et les enseignants afin qu'ils aient des stratégies. La meilleure combinaison restera toujours les interventions pharmacologiques et psychosociales. Quel professionnel peut-elle consulter pour l'aider?
L'ergothérapeute est un professionnel. Ah oui, je sais c'est quoi un ergothérapeute. Merci, mais ce n'est pas tout le monde qui le sait. Alors, l'ergothérapeute est un professionnel de la santé qui pourra évaluer les particularités sensorielles et les troubles moteurs s'il y en a. Il va aussi regarder l'organisation de l'enfant et comment il résout les tâches complexes. Cela lui permettra de trouver des stratégies pour avoir le niveau d'éveil optimal et mieux fonctionner dans toutes les sphères de la vie. Comment va-t-il faire ça? Par la réalisation d'activités sensorielles qui lui permettront de mieux intégrer et moduler ses réponses aux différentes stimulations. Il pourra aussi lui faire un programme cognitif qui l'amènera à reconnaître son niveau d'énergie et à apprendre à utiliser des stratégies efficaces au quotidien. Finalement, si elle a de la difficulté à apprendre à l'école, l'ergo recommandera à son professeur de diminuer la surcharge cognitive et motrice présente dans les travaux. L'ergo connaît plusieurs adaptations et stratégies compensatoires possibles pour lui permettre d'optimiser son potentiel. Ah, je suis soulagée. Elle peut répondre au professeur maintenant? Bénédicte? Oui?